Et si la sécurité que l'on pensait acquise à l'ouest de l'Ukraine n'était désormais qu'un mirage? Imaginez une arme furtive dont la simple évocation fait frissonner les états-majors, une arme surnommée le fantôme, presque invisible, qui fait vaciller toutes les certitudes de la guerre moderne. Rarement évoquée dans les médias, elle s'insinue partout, semant la panique et l'incertitude dans les centres de commandement occidentaux. Pensez à l'histoire, combien de fois une simple innovation a-t-elle bouleversé l'ordre établi? On pense à l'apparition des tanks sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, ou à l'impact du missile V2 sur Londres en 1944. À chaque fois, un saut technologique a suffi pour transformer un front supposé stable en champ de ruines et de doutes. Le fantôme, lui, s'inscrit dans cette lignée d'armes révolutionnaires, changeant le visage du conflit ukrainien. Mais de quoi parle-t-on concrètement? Il s'agit d'un missile russe, fruit d'une modification ingénieuse sur une plateforme existante, une évolution qui paraît mineure sur le papier, mais dont les conséquences sont immenses. Par un allongement du corps de la fusée d'environ 15% et une réduction de la charge utile, les ingénieurs russes ont réussi à augmenter considérablement la quantité de carburant emporté, et donc la portée de l'engin. Aujourd'hui, sa portée n'est plus limitée par les accords d'antan. Là où l'on croyait que seules les régions proches du front étaient menacées, le fantôme peut désormais frapper à des distances allant de 800 à 1300 km. Cela signifie que des villes comme Lviv, Ternopil ou Ivano-Frankivsk, autrefois sanctuaires tranquilles, véritables centres logistiques et abris pour civils et militaires, se retrouvent à la portée directe de la Russie. Pour illustrer, imaginez la distance entre Paris et Marseille, un peu plus de 750 km. Désormais, aucune ville ukrainienne n'est à l'abri. Même les entrepôts les plus reculés, les bases aériennes les mieux protégées, les centres de commandement secrets situés à l'ouest peuvent être atteints en moins de 8 minutes. La véritable révolution du fantôme n'est pas seulement cette portée accrue, c'est sa trajectoire d'attaque. Au lieu de décrire une cloche prévisible, le missile plonge vers sa cible presque à la verticale, avec des angles d'attaque de 80 à 90 degrés. Cette manœuvre exploite un point faible bien connu des radars occidentaux, la zone morte, située juste au-dessus des sites stratégiques, difficilement couverte par les faisceaux radars horizontaux. Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, rappelons-nous l'époque où les défenses anti-aériennes étaient conçues pour des missiles volant à basse ou moyenne altitude, sur des trajectoires relativement plates. Les systèmes comme Patriot ou NASAMS, véritables prouesses de l'industrie occidentale, ont coûté des milliards d'euros à développer et à déployer. Leur efficacité repose sur la capacité à détecter les menaces à temps, à calculer leur trajectoire, puis à lancer une interception coordonnée. Or, le fantôme remet en cause ce modèle. Sa vitesse hypersonique, comprise entre 6 et 7 fois la vitesse du son, laisse aux opérateurs à peine 6 ou 7 minutes pour réagir, du lancement à l'impact. Pour donner un ordre d'idée, c'est à peine le temps qu'il faut pour faire chauffer une tasse de café au micro-ondes. À cette vitesse, toute hésitation ou lenteur dans la chaîne de commandement peut avoir des conséquences catastrophiques. Prenons un exemple récent. Lors d'une frappe menée contre un dépôt de munitions en Ukraine occidentale, les systèmes d'alerte n'ont détecté la menace que 2 minutes avant l'impact. Trop court pour organiser une riposte efficace, trop court même pour évacuer les personnels présents sur site. Résultat, des pertes matérielles immenses, mais surtout une onde de choc psychologique qui s'est propagée bien au-delà de la zone touchée. Ce bouleversement stratégique n'est pas inédit dans l'histoire militaire. On se souvient de la Blitzkrieg allemande qui avait pris de vitesse l'ensemble des armées alliées en 1940, grâce à la mobilité et à l'effet de surprise. De la même façon, le fantôme impose un nouveau tempo à la guerre moderne, où la rapidité supplante la puissance brute et où la capacité d'adaptation devient la clé de la survie. Mais revenons sur les étapes qui ont mené à cette situation. Pourquoi pendant si longtemps l'ouest de l'Ukraine semblait-il hors d'atteinte? Depuis le début du conflit, les villes occidentales étaient protégées par la distance et les limitations techniques des missiles russes. Les calibres, par exemple, mettaient plus d'1 heure à traverser le pays. Les bombardiers stratégiques, eux, risquèrent d'être interceptés avant d'atteindre leur cible. Quant aux Iskander, ils étaient poney-bridés par des accords remontant à la guerre froide, plafonnant leur portée à 500 km. Ce rempart naturel a permis à l'Ukraine de bâtir à l'ouest ses dépôts, ses centres de commandement, ses infrastructures vitales. Les flux logistiques, l'acheminement de l'aide occidentale, la maintenance des matériels lourds, tout était centralisé à l'arrière, loin du front.
Pour les civils, cette relative tranquillité était le gage d'une certaine normalité, un semblant de vie à l'abri des sirènes et des explosions. Mais ce sanctuaire reposait sur une illusion, celle de la permanence d'un rapport de force technologique favorable. Or, l'histoire regorge d'exemples où une innovation soudaine a fait voler en éclats les certitudes les plus solides. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la mise au point du radar a bouleversé la bataille d'Angleterre, tout comme l'apparition du char T-34 soviétique a surpris la Wehrmacht. Le fantôme s'inscrit dans ce schéma. Une modification de 15% du corps du missile, une réduction de la charge utile et soudain des milliards d'euros d'investissements occidentaux semblent menacés d'obsolescence. Ce n'est plus un simple prototype, mais une arme industrialisable, adaptée à la production de masse. Cela pose un immense défi à l'Ukraine et à ses alliés. Comment protéger des centaines de sites répartis sur des milliers de kilomètres carrés quand aucune zone n'est plus vraiment hors d'atteinte? Comment garantir la sécurité des convois d'armes, de carburant, de munitions qui transitent pendant chaque jour de la Pologne ou de la Slovaquie vers le front? Prenons un cas concret. Un convoi logistique quitte la ville de Przemysl, en Pologne, à destination de Lviv. Jusqu'à présent, le principal risque était une attaque de drone ou une embuscade sur la route. Désormais, un missile fantôme peut, en moins de 8 minutes, détruire le dépôt de destination avant même que le convoi n'ait franchi la frontière. Cette menace oblige à revoir toutes les procédures. Il faut disperser les stocks, multiplier les itinéraires, renforcer les abris, mais aussi accepter une logistique plus lente, plus coûteuse et surtout moins prévisible. Cette situation s'apparente à bien des égards à la période de la guerre du Pacifique, où la marine américaine dut réinventer la logistique navale sous la menace constante des sous-marins japonais. À l'époque, la clé fut la flexibilité et la dispersion, deux principes que l'Ukraine doit aujourd'hui adopter en urgence. Mais les défis ne s'arrêtent pas là. Le fantôme, de par sa simplicité de conception, peut être produit en grand nombre. Là où d'autres armes sophistiquées sont limitées par leur coût ou leur complexité, ce missile repose sur une plateforme éprouvée, avec des composants disponibles en quantité. Le risque est donc celui d'une saturation, une pluie de missiles frappant simultanément plusieurs cibles, submergeant les défenses par le nombre autant que par la vitesse. Rappelons-nous la bataille d'Angleterre, où la saturation des radars par des vagues successives de bombardiers avait mis à mal la défense britannique. Ici, le danger est identique. Plus il y a de missiles, plus il devient difficile de tous les intercepter, même avec les systèmes les plus modernes. Face à cette menace, quelles options s'offrent aux défenseurs? La première réponse est technologique. Il faut densifier la couverture radar, multiplier les stations, varier les angles d'écoute pour réduire la zone morte au-dessus des sites sensibles. Certains experts évoquent la possibilité de radars à balayage vertical, capables de scruter le zénith ou l'emploi de ballons radars à très haute altitude. Mais ces solutions posent dans des problèmes pratiques. Elles coûtent cher, nécessitent des années de développement et restent vulnérables à la guerre électronique. De plus, il est difficile d'équiper tous les sites stratégiques de telles protections, surtout dans un contexte de guerre où chaque euro compte. Une autre piste est la dispersion. Plutôt que de concentrer les stocks et les commandements dans quelques sites bien protégés, il faut éclater les ressources sur une multitude de petits dépôts, centres mobiles, installations temporaires. C'est ce que firent les Allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dispersant leurs usines de production pour échapper aux bombardements alliés. Cette stratégie a un coût en efficacité, mais elle augmente la résilience globale. Les logiciels de défense évoluent aussi. Algorithmes plus rapides, réseaux d'alerte intégrés, calcul automatique de trajectoire. L'intelligence artificielle entre en jeu, capable d'analyser en temps réel des milliers de signaux et de déclencher des ripostes automatiques. Mais là encore, la vitesse du fantôme laisse peu de marge. Un autre aspect, rarement abordé, est l'impact psychologique. Pendant des mois, les militaires ukrainiens pouvaient un nez souffler à l'ouest, les civils se sentaient en sécurité. Aujourd'hui, ce sentiment s'effondre. L'angoisse gagne les esprits. Où se réfugier quand la menace peut venir du ciel à n'importe quel moment, sans avertissement? Ce climat de peur n'est pas nouveau dans l'histoire. À Londres, durant le Blitz, les habitants couraient se réfugier dans le métro à la moindre sirène. En Israël, la menace constante des roquettes a conduit à la généralisation des abris anti-aériens dans chaque immeuble. L'Ukraine doit désormais vivre avec cette incertitude, ce stress permanent qui use les nerfs et affecte le moral aussi sûrement que les pertes matérielles. Dans les états-majors de l'OTAN, un dilemme inédit se pose. Faut-il continuer à investir des milliards dans des systèmes anti-aériens classiques, au risque qu'ils deviennent obsolètes face à la nouvelle donne?
Ou bien repenser toute la doctrine en misant sur la mobilité, la dispersion, la redondance des moyens. Ce débat n'est pas purement militaire. Il engage des choix politiques, économiques, industriels. Développer une nouvelle génération de radars, d'intercepteurs, de satellites d'alerte prend des années, mobilise des ressources considérables et suppose une volonté politique unanime. Or, dans un contexte de guerre prolongée, les opinions publiques s'impatientent, les budgets se tendent et chaque erreur peut coûter cher en crédibilité. L'exemple américain est éclairant. Après le choc du lancement du Spoutnik par l'URSS, les États-Unis ont investi massivement dans l'espace, développant en quelques années une panoplie de satellites d'alerte et de missiles intercepteurs. Aujourd'hui, l'Europe doit affronter un défi similaire, rattraper un retard technologique face à un adversaire qui innove plus vite que prévu. Certains scénarios évoquent l'emploi futur de lasers antimissiles, d'armes à énergie dirigée ou de drones intercepteurs capables de grimper à très haute altitude. Mais ces technologies sont encore à l'état expérimental, et il faudra des années avant qu'elles ne soient opérationnelles en Ukraine. Face à cette situation, les choix sont difficiles. Faut-il concentrer les efforts sur la défense ou investir dans la capacité de frappe en profondeur pour dissuader l'ennemi? La tentation d'une escalade guette. Chaque innovation offensive appelle une riposte défensive, et vice-versa. À terme, ce cycle peut mener à une course aux armements ruineuse, dont personne ne sort gagnant. Mais l'alternative n'est pas simple. Renoncer à renforcer la défense, c'est accepter une vulnérabilité croissante, un risque systémique pour la logistique militaire et civile, et une érosion du moral. Miser sur la diplomatie paraît illusoire tant que l'équilibre stratégique est rompu et que l'un des camps dispose d'un avantage technologique décisif. Pour l'Ukraine, chaque jour de retard dans l'adaptation est une menace. Chaque dépôt non protégé, chaque centre logistique mal dispersé, chaque système d'alerte dépassé expose le pays à des pertes irrémédiables. À l'inverse, une adaptation rapide, même imparfaite, peut atténuer l'impact du fantôme, en rendant chaque cible moins rentable, moins facile à atteindre. À l'échelle européenne, la question est plus large. La crédibilité de l'OTAN, la dissuasion nucléaire, la sécurité des frontières orientales, tout se joue sur la capacité à anticiper la prochaine mutation du champ de bataille. L'histoire montre que ceux qui s'adaptent le plus vite survivent, tandis que les autres subissent l'initiative de l'adversaire. Il est donc crucial de préparer plusieurs scénarios. Premier scénario, la Russie continue de produire massivement le fantôme, multipliant les frappes sur l'arrière ukrainien, visant à briser la logistique et le moral. Dans ce cas, l'Ukraine doit accélérer la dispersion, investir dans des capteurs innovants et demander un soutien technologique massif à ses alliés. Deuxième scénario, l'Occident parvient, en quelques mois, à déployer des contre-mesures efficaces. Nouveaux radars, satellites d'alerte, intercepteurs rapides. L'équilibre se rétablit, mais au prix d'un effort financier et technologique colossal. L'Europe doit alors accepter une course à l'innovation permanente et intégrer la vulnérabilité comme nouvelle norme stratégique. Troisième scénario, la prolifération du fantôme inspire d'autres puissances, ou même des groupes non étatiques, à développer des missiles à trajectoire plongeante. La menace ne se limite plus à l'Ukraine, mais touche l'ensemble de la région, voire d'autres théâtres d'opérations à travers le monde. L'OTAN doit alors repenser totalement sa doctrine de défense, intégrer de nouvelles couches de protection et envisager la possibilité de frappes préventives. Dans tous les cas, la rapidité d'adaptation sera la clé. Ceux qui sauront anticiper, disperser, innover, auront une chance de limiter les dégâts. Les autres, condamnés à subir, devront composer avec la peur, la perte de crédibilité et la menace d'un conflit élargi. Mais la technologie n'est qu'une partie de la solution. L'histoire l'a montré, la résilience des sociétés, la capacité à s'organiser dans l'incertitude, à maintenir le moral et la cohésion, restent des atouts décisifs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Londres a tenu face aux bombes grâce à la discipline collective et à l'esprit de résistance. Aujourd'hui, l'Ukraine doit puiser dans ses ressorts pour traverser la tempête du fantôme. Faut-il continuer à investir des milliards dans la défense ou réinventer le jeu stratégique ? Doit-on accepter la vulnérabilité comme donnée permanente ou tout faire pour la réduire, même au prix d'efforts titanesques ? La réponse dépendra autant de la volonté politique que de la capacité d'innovation technologique. En conclusion, le fantôme n'est pas qu'une arme. Il est le symbole d'une guerre qui change de visage, où chaque règle peut être remise en cause du jour au lendemain. Il rappelle que la sécurité n'est jamais acquise, que chaque avantage est temporaire et que la seule certitude est le changement.
Dans ce contexte, l'Ukraine et ses alliés n'ont d'autre choix que d'accélérer leur adaptation, d'oser l'innovation et de garder à l'esprit la leçon de l'histoire. Il vaut mieux imaginer la prochaine étape que de subir l'initiative de l'ennemi. Fermer les yeux, c'est accepter la prochaine surprise stratégique comme une fatalité. L'heure est à la vigilance, à la créativité et à la mobilisation de tous les moyens, techniques, humains, politiques, pour relever le défi du fantôme et préserver la sécurité de l'Europe pour les années à venir.